Je suis Martinez Zogo. Nous sommes Martinez Zogo. Le peuple pleure. Martinez Zogo. Ensemble, encore pour Martinez Zogo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis le 22 janvier dernier, avec la découverte macabre du corps mutilé du journaliste Martinez Zogo dans la banlieue de Yaoundé, le temps a, comme qui dirait, suspendu son vol au Cameroun. À la demande du président Biya, une équipe mixte d'OPJ, de la gendarmerie et de la police est à pied d'œuvre pour retrouver les assassins et les commanditaires de ce crime. Les enquêtes se poursuivent, de nombreuses interpellations et des perquisitions ont eu lieu. Reporters sans frontières parle d'une implication de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Belinga, Reporters sans frontières qui œuvre, je vous le rappelle, pour la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes, précise par ailleurs que l'étau se resserre autour du ministre camerounais de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. On apprend que les appels passés entre Jean-Pierre Amougou-Belinga et Justin Danoué, ainsi que celui passé au garde des Sceaux, Laurent Esso, dans la soirée du 17 janvier ont été vérifiés. Il est aussi question des traces d'un paiement de 35 millions de francs CFA, environ 53 000 euros, qu'aurait fait parvenir Jean-Pierre Amougou-Belinga à Justin Danoué. Au Cameroun, tout comme dans l'opinion internationale, on attend. On espère que le jugement des auteurs de l'abominable meurtre de Martinez Zogo va se faire au même rythme de célérité d'ailleurs, apprécié que celui des arrestations des présumés auteurs. Une chose, c'est d'espérer, une autre, c'est de vivre le dénouement de cette affaire. Aujourd'hui, Média 2 Africa vous invite à un gros plan sur l'assassinat de Martinez Zogo et sur celui du père Jean-Jacques Ola Bébé. Ce prélat journaliste a été assassiné dans la nuit du jeudi 2 février 2023 à Yaoundé. Il était lui aussi réputé pour des dénonciations des détourneurs de fonds publics. Autour de la table de cette discussion aujourd'hui, Hugues Kamwa, qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous attendons Georges Banla, qui est président du Parti républicain. Nous espérons qu'il va nous retrouver. Du côté de la Belgique, Oumarou Rafaou, qui est ministre en charge des sciences, technologies et développement dans le shadow cabinet du SDF, et le professeur Patrice Ngan, enseignant d'université ici même aux États-Unis. Assistant de production Emmanuel Durand, Marinette Ngimfak, Samy Cousin, régie d'antenne et mise en onde sonore, Jules Lati, présentation Jean-Marie Watonsi. On se retrouve tout à l'heure. Bonsoir Hugues Kamwa et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait, je veux dire, de la procédure, de la manière dont sont conduites ces enquêtes relatives à l'assassinat du journaliste camerounais? Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que, bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ces résultats qu'on attend? Merci, docteur, de m'avoir invité sur votre plateau et je dis aussi bonsoir à tous mes co-panélistes qui sont là avec nous ce soir. Je veux d'abord commencer par mes condoléances sincères à la famille Zogo en particulier et à la famille de journalistes au Cameroun en général. Nous tous, tout le monde, je crois, c'est une crise nationale en ce sens que bon, c'est tout le monde qui en parle. Mais il faudrait, je demande, et c'est mon opinion personnelle, de que les enquêtes poursuivre sans des interventions spéculatives. Et on verra avec le temps. Le président, ce qui est sûr, c'est que le président a engagé les investigations et puis bon voilà, on souhaite seulement qu'avec le temps, ça va aboutir. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça ne sert à rien d'avoir des spéculations ou bien de peut-être doiter les gens et tout ce bruit qui se parcourt dans les social media et tout ça, là, ça peut distraire. Donc, pour nous et pour moi, on est là, on attend,
on a confiance cette fois-ci de cette démarche qu'on a entrepris au Cameroun. Et je suis sûr que ça va aboutir au bon port. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce sujet. Oui, merci beaucoup. Hugues Kamboua, merci. On va revenir vers vous tout à l'heure. Et puis, la même question, je la pose ici à Oumarou Rufaou. Vous observez l'évolution de cette enquête. Et puis, question subsidiaire, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que des groupes de personnes qui n'ont rien à voir avec la sécurité publique usent et abusent des forces de défense nationale payées par le contribuable camerounais pour des histoires de règlement de compte? Rufaou, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue mes companélistes et puis je salue aussi les téléspectateurs. En fait, je suis effectivement l'enquête, mais ça ne devrait pas être étonnant, contrairement à ce que mon prédécesseur, l'intervenant avant moi vient de dire. Évidemment, moi, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Je pense qu'il faut maintenir la pression parce que c'est comme ça que ces régimes fonctionnent. Ces crimes, ce qu'il y a de particulier dans l'assassinat de Martinez, c'est qu'il réunit la somme de toutes les cruautés, de toutes les arrogances, de tout l'imaginable est réuni dans ces crimes-là. C'est ça la particularité en quelque sorte. Mais ce n'est pas la première fois que des oligarques au Cameroun, ils sont habitués. C'est de l'arrogance absolue, c'est un signe de déliquescence de cet État-là où des pans entiers des organes de l'État camerounais sont privatisés. Des gens, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les relations et parce qu'ils sont forts dans la corruption, peuvent user et utiliser la force publique comme leur bien, comme leur milice privée. Il suffit de dire simplement, donnez-moi 2 personnes. On a des oligarques qui peuvent aller dans une gendarmerie, il fait monter 2 gendarmes dans sa pick-up, il entre dans une ville et il terrorise ou il terrorise un citoyen. C'est déjà arrivé. Donc, sur ce plan-là, malheureusement, je pense qu'il faut et j'espère qu'il faut que la pression soit maintenue. Maintenant, sur la question subsidiaire, le fait que des personnes qui n'ont rien à voir avec l'institution publique, rien à voir, utilisent, comme je viens de le dire, c'est une habitude. Vous vous rappelez, c'est que Jean Amougou Bélinga lui-même, ce qui est arrivé à Ernest Obama il n'y a pas longtemps? Les vidéos, les photos sont encore dans les réseaux sociaux, comment la gendarmerie allait prendre quelqu'un sans procédure judiciaire chez Amougou Bélinga, comme si tout l'État appartient à ce type-là. Donc, c'est pas étonnant du tout pour moi. Et malheureusement, je pense que s'il n'y a pas de pression, tout de suite, ça va être enterré. On va créer une diversion quelconque et puis ça va passer comme ça. Le journaliste est assassiné. Ça va arriver d'autres, comme c'est déjà arrivé dans ce pays-là. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Place maintenant au professeur Nganan. Professeur, comme tout le monde, vous suivez l'évolution de cette histoire. Quel est le regard de l'enseignant, le regard de l'écrivain que vous êtes par rapport à cette histoire? On a envie de dire un sale temps pour les journalistes, un temps de chien pour les journalistes camerounais. Professeur. Voilà, déjà, merci de m'avoir sur ce plateau et je m'excuse d'avoir abandonné le plateau la fois passée. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Cela dit, j'ai beaucoup aimé le titre de l'émission et je l'aime beaucoup. C'est-à-dire toute la vérité et rien que la vérité. C'est aller jusqu'au fond de l'affaire. Parce que à y réfléchir, je dirais qu'il y a cinq vérités. La première est politique, évidemment. C'est-à-dire sur ce plateau, si on a réuni et tu as réuni deux politiciens, c'est-à-dire le RDPC d'un côté et de l'autre côté le STF. Donc, ils vont s'occuper de la vérité politique, c'est-à-dire de ses conséquences, etc. Mais il y a aussi la vérité policière, c'est-à-dire l'enquête policière qui est en train d'être menée. N'oublions pas que l'une des personnes arrêtées est quand même le haut responsable de la sécurité du Cameroun, c'est-à-dire celui qui est justement chargé de faire l'enquête policière. Et celui qui d'ailleurs a arrêté les leaders ambazoniens au Nigeria, je parle d'Eko, qui a arrêté les leaders ambazoniens au Nigeria, celui qui a tué Guirandi Mbara au Burkina Faso, et il y a des articles de Jeune Afrique, n'est-ce pas, de
euh, un travail de journalisme extraordinaire fait par Jeune Afrique à l'époque, qui a révélé comment est-ce que Eko l'a arrêté et l'a fait disparaître et puis l'a tué. Ce qu'il a fait également pour plusieurs autres personnes qui ne sont pas suffisamment connues. Donc, il y a une vérité policière. Il y a une vérité criminelle, évidemment, parce que c'est un crime. C'est-à-dire que si avec Guérandi Barra, si avec les leaders ambazoniens qui sont en prison, qui ont été condamnés par l'État camerounais, c'est-à-dire le côté criminel n'a pas été relevé, c'est-à-dire l'État a plus ou moins accepté le fait que l'on puisse enlever des gens, d'une part les tuer et puis d'autre part les mettre en prison. Avec Zogo, évidemment, le même fait posé par le même Eko s'est révélé criminel. Donc là, c'est la troisième vérité. Vous voyez, ça devient un peu complexe, n'est-ce pas? Mais allons-y doucement parce que d'habitude, lorsqu'on mélange des pédales, c'est un peu comme au deuil. C'est-à-dire lorsqu'on arrive au deuil de quelqu'un qui s'est suicidé, on se comporte pas de la même manière qu'au deuil de quelqu'un qui a été assassiné. Vous voyez, c'est deux comportements différents, c'est deux manières différentes de mort. Il y a la vérité du discours, c'est-à-dire Amougou Bilinga, évidemment, gérer une chaîne de télévision, c'est-à-dire que et gérer des médias absolument scandaleux, c'est-à-dire qu'ils m'ont présenté moi-même comme cancrela, ils m'ont présenté comme fou, ils m'ont présenté comme tout, comme terroriste, c'est-à-dire une chaîne de télévision absolument génocidaire. Donc, il y a le côté du discours. Chaîne de télévision qui était financée par l'État camerounais, c'est-à-dire que les émargements d'Amougou Bilinga sur l'État, à partir des caisses de l'État camerounais sont extraordinaires. On a rarement vu ça. Sa vie était pratiquement prise en main par les ministres de l'État camerounais. Son dernier mariage, il y avait 5 ou 6 ministres à la fois. Il n'y a pas de Camerounais qui se retrouve dans une situation, en fait, de Camerounais qui ne soit pas ministre lui-même, qui se retrouve dans une situation telle que il y a 6 ministres lors de son mariage. Donc, voilà la vérité du discours. Évidemment, il y a une vérité culturelle. C'est-à-dire que, je dirais, ce sont entre eux, ce sont les gens du sud, de la forêt vierge, les Boulous, je dis d'habitude, et c'est essentiel là, parce que c'est anthropologique. La manière avec laquelle Zogo a été tué, c'est-à-dire qu'on lui a mis une barre de fer dans l'anus, c'est un rite Boulou, c'est un rite Béti, c'est un rite de la forêt. Il faut lire les anthropologues de la forêt, il faut les lire, il faut s'éduquer, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est la béga spécifiquement, les Sana, n'est-ce pas, le bien en Kuma, comme ils disent chez eux là. C'est ça, c'est de quoi il s'agit. Et cette manière de tuer, c'est-à-dire de pénétrer dans l'anus, et a été répétée plusieurs fois, pas seulement sur Zogo, mais avant sur les anglophones, sur les amazoniens, sur plusieurs personnes que ces militaires ont arrêtées. Donc c'est un rite bien précis. Donc voilà, on a 5 vérités qu'il faut élaborer, qu'il faut en fait déconstruire avec patience, afin de comprendre dans quel traquenard, d'une part, Zogo a été pris, et d'autre part, le Cameroun se retrouve pris. Ok, donc vous avez relevé 5 vérités ici. Je ne sais pas ce que pensent les autres panélistes. Je vais revenir à vous, Hugues Kamwa. Vous disiez que vous pensiez que cette fois ça irait. Ça veut donc dire que les autres fois, il y a eu un problème. Depuis 40 ans, quand même, on assiste, n'est-ce pas, à une multiplication comme ça de crimes qu'on n'arrive toujours pas à solutionner. Et c'est ça qui pose effectivement problème aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que, au vu de ce qui se passe jusqu'alors, que les enquêtes iront jusqu'à mettre la main sur tous les exécutants et sur tous les commanditaires? Est-ce que vous pensez, Hugues Kamwa, que cette fois-ci sera la bonne? Bien sûr, docteur Watamsi, le Cameroun est un jeune pays, comme nous savons nous tous là. Et la grande marche vers la maturation politique n'est pas un sprint, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on sait vraiment le chantier est vaste, l'architecture politique est là, mais c'est la volonté des Camerounais de pouvoir manifester cette vision qui manque souvent. Nous croyons dans notre parti surtout, je ne suis pas spokesperson, je parle en tant que militant, nous croyons fermement que l'évolution politique d'un pays comme la nôtre demande beaucoup de patience. Et cette fois-ci, ce qui change, il y a ce qu'on appelle national catharsis.
C'est-à-dire, bon, voilà, la conscience nationale a été choquée peut-être par ce crime. Les enquêtes sont déjà en marche. Et il y a eu des arrestations, comme nous tous le savions, de grandes personnalités. Eko n'est pas un enfant au Cameroun. Donc le fait que celui-là est déjà arrêté depuis 2 jours avec tant d'autres, il faut déjà savoir qu'il y a du sérieux. Ce qu'on demande et ce que je demande aussi, c'est donner le temps au temps. Il y a des choses qu'on peut peut-être dire sur Belinga, comme le professeur Ngana vient de le dire. Il y a des choses qu'on peut... Beaucoup de personnes, il n'est pas le seul, je ne le défends pas, moi je ne le connais pas, mais les institutions camerounaises, la justice est là. C'est d'ailleurs pour cela que cette affaire est fait la une. Sinon, on ne devait même pas trop parler. Ça devait passer comme tant d'autres qui se sont... qu'on a eu à vivre dans le passé. Ce que je demande, c'est que le pouvoir judiciaire au Cameroun est là, peut-être, et c'est vrai, pour un jeune pays comme la nôtre, ça ne fonctionne pas à 100%, mais il faudrait vraiment insister, il faut respecter les faits, il faut vénérer les faits, il ne faut pas aller dans les suppositions. Professeur Ngana, c'est un bon romancier, il peut te sortir une histoire ici, ou bien, je ne sais pas, il faut rester, respectons, vénérons les faits, laissez les faits parler. C'est tout ce qu'on demande. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à digérer. Il parle de Rick Boulou, il parle des choses que moi je ne comprends pas. Mais laissons tout ça d'abord à côté. Respectons l'investigation, les investigations, respectons ce processus et puis on va voir. Sinon, peut-être, c'est juste question de temps. C'est un problème qui date peut-être de longtemps par rapport à les aventures politiques de M. Belinga, qui sait, moi je ne sais pas, tout ça c'est des spéculations. Tout ce qu'on demande, c'est de respecter le fait. Et cette fois-ci, je me dis, avec l'implication personnelle de notre président, qui a lui-même impulsé les enquêtes, non, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Et c'est un crime vraiment horrible. Et on attend, c'est tout. Lorsque vous demandez de donner du temps au temps, on a envie de vous dire que quand on regarde un peu l'évolution justement de ces crimes au Cameroun, on a longtemps attendu et il y a ces familles qui attendent une issue, n'est-ce pas, sur tous les crimes commis contre les parents, depuis Ngongo en passant par Ngota, et puis il y a eu Bala, il y a eu... Les familles attendent. Elles vont continuer à attendre, on va continuer à attendre. J'aperçois sur mon écran de contrôle le président Banla, vers qui je vais me tourner tout à l'heure, mais je reste encore quelques secondes avec vous, Hugues Kamwa. Lorsque vous dites attendre quoi? Attendre Godot? Non, attendre, merci. Il faut, tu sais, et je ne sais même pas, il faut que je continue en anglais là, parce que ça, il faut que je m'exprime carrément. You see, in a judicial system that works well, there is time that is given for the process to be fully executed. C'est ce que je dis en quelques mots. Même ici aux États-Unis, Patrice, il est là avec moi, there is something that's called rush to judgment. Et there is something that's also called, même in French, présomption d'innocence, même avec les faits. Le système judiciaire fonctionner. C'est tout ce qu'on demande. Il faut vraiment, we have to find a way to reinforce our institutions, including the judiciary, in such a way that it can work independently from administrative pressure, from social pressure, and just let them do the work. That is how we reinforce our institutions. If we jump into presuppositions, presumptions, and prejudgments, on risque de compromettre le processus, ce qui n'est pas vraiment encouragé dans ce cas. Ok, je reviens vers vous tout à l'heure. Bonsoir, président Banla. Je ne sais pas si vous m'entendez. La question c'était, nous voici rendus
à une dizaine, quinzaine de jours, n'est-ce pas, de ce procès, ces enquêtes. Alors, comment est-ce que vous regardez évoluer cette enquête? Quel est le regard que vous jetez justement sur le déroulement de ces enquêtes, Président Banla? Je voulais dire bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à toute la Dream Team à travers votre média qui fait son chemin de taille. Je suis très émerveillé que le plateau soit encadré par des experts répertoriés, chacun dans son domaine. Je voulais d'abord le dire, c'est mon fils qui est couché aujourd'hui, Martinez Zogo. Il est sorti de mon écurie. Ça veut dire qu'en tant qu'autodidacte, en tant que journaliste. À l'époque, je dirigeais le journal Le Démenti, où nous sommes restés quelques années ensemble. Celui qui est présumé être coupable, lui aussi, c'est un de mes enfants, mais qui avait quitté la reine. Il n'a pas eu le certificat de domiciliation de bonne moralité. Autant le dire. Et je ne suis pas nouveau. Je sais de quoi il s'agit. Mais on va laisser le temps qu'il y ait des déclarations publiques. D'abord, je suis très aise de savoir qu'il y a le curry de ce qu'on appelle les cultures, mais je ne sais pas s'il y a une culture qui peut s'auto-identifier avec des armes criminelles en mettant des faisceaux dans l'arrière-plan. Je suis un peu très poli pour que les gens perdent de leur vie. Ça n'existe pas chez les Bantous et principalement ça n'existe pas chez les Ékans. Parce que le peuple Ékan est un peuple hospitalier et déterminé à faire un certain nombre de choses. Maintenant, mon regard en tant que parent, qui a un enfant qui est supposé être celui qui a posé l'acte, et l'autre qui est couché, j'ai choisi le camp de défendre celui qui a été assassiné. Je voulais que ça cesse, cette manipulation. D'abord, en matière de collecte d'informations, que ce soit une enquête administrative, que ce soit une enquête judiciaire, il y a un processus selon notre code pénal. Ici, il y a mort d'homme. Il y a des personnes qui sont interpellées après un suivi et une investigation autour de cette affaire. La preuve en est que M. Bellinga a été entendu et remis en liberté. Monsieur le Eko, en tant que directeur de la DGRE, a été entendu et retenu. Il y a un témoignage qui est vase ouvert aujourd'hui. Darwin, il a dit, je reconnais le crime. C'est pas moi qui le dis, il n'a jamais nié. Il n'y a pas de présomption, monsieur. Pas du tout. Nous sommes dans la culpabilité et la responsabilité des uns et des autres. On reconnaît qu'il y a crime. On reconnaît qu'il y a assassinat. Si nous serons dans ce qu'on appelle la coupole où tout le monde nie les faits, il y a des individus qui acceptent que oui, nous reconnaissons. C'est vrai qu'il y a une fuite d'informations, c'est pas nous qui le disons. Jusqu'à date, il y a eu un témoignage d'une institution telle que RSF qui prend sur son dos de dire nous avons des informations de proximité.
l'État du Cameroun a fait 2 communiqués qui ne sont pas prolixes, qui indexent et disent ces personnes sont supposées être des auteurs avant que la loi ne soit dite devant un tribunal. Il n'y a pas présomption, monsieur. On recherche la manifestation de la vérité parce qu'il y a inculpation. On veut savoir qui, pourquoi et le comment. Quelles sont les motivations? Quelles sont les différentes personnes qui ont intervenu? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si les gens sont retenus, c'est parce que les preuves matérielles. Il y a des preuves. Parce que la réparation du préjudice causé au cas où l'État du Cameroun s'engageait à retenir abusivement ces gens, qui va le réparer? Voilà le problème. Qu'on ne pose pas le problème de préalable en disant il y a supposé. Il n'y a pas, c'est la présomption d'innocence. Il y a une culpabilité qui est fondée sur la déclaration des faits. Il y a quelqu'un qui dit moi j'étais avec mes éléments. Voilà. Président Banla, est-ce qu'on ira donc jusqu'au bout de cette histoire? Monsieur Watonsi, vous avez l'habitude de me distraire. Ça, j'ai compris. Je vous pose une question, tout simplement. Question, je suis en train de parler. Laissez-moi parler. Voilà. Alors, ça va aller jusqu'au bout, monsieur. Parce que par le peuple, pour le peuple, la souveraineté, le pouvoir qui a été cédé à monsieur Biya en tant qu'entité politique, président de la République du Cameroun, est en exergue. Les gens disent des choses. Il y a un rappel, j'ai parlé sur mon... Je suis dans un parler et j'avais dit à l'époque que l'histoire de Fombo va ressurgir le 20. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a des problèmes de son avec... Les auteurs, en l'occurrence Ivana et Gilbert Banla... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il est question ici qu'on parle de la culpabilité des faits. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas de parler politique parce que je suis un homme politique déjà. Je voulais le dire. Il y a 10 ans en arrière, vous ne posez pas la question, monsieur Watonsi. Pourquoi est-ce que monsieur Martinez Zogo a été assassiné? Je suis la première personne à avoir parlé depuis plus de 20 ans de la ligne 94, qui existe depuis la direction des plans et aménagements, qui est revenue dans la charte du ministère. Vous en parlez depuis combien de temps? Vous en parlez depuis combien de temps, vous disiez? À l'époque de Kodok. À l'époque de Kodok. Ça existait déjà plus de 20 ans. Je vous dis plus de 20 ans. Alors, la question que je vous pose en retour, depuis 20 ans, vous en parlez, il n'y a rien eu. Alors, c'est la faute à qui? Vous dites qu'il n'y a rien eu, vous n'avez pas cherché à qui on a remonté, disons que les bretelles, ils sont en prison. Hein. Il y a... Président Banla, c'est vous qui dites que vous en parlez depuis 20 ans. Il y a donc problème. 20 ans, je suis la première personne, c'est-à-dire, je veux dire que je suis celui qui a commencé à parler de la ligne 94 et autres. D'accord? Ça veut dire simplement que il faut que les gens arrêtent un peu de croire que cette fois-ci serait la mauvaise. Il y a des crimes qui sont passés. Dans tous les États, il y a les crimes. Même aux États-Unis, là-bas, il y a les crimes, non? Pourquoi est-ce qu'on trouve que aujourd'hui, moi-même, je m'implique personnellement? C'est tout à fait normal. On veut trouver des... Bien. On a des problèmes de son avec M. Banla. On a des problèmes de son. Bon, je ne sais pas. J'ai un auditeur là au bout du fil. Allô?
Le temps pour Monsieur Banla de régler ses problèmes de son. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Oui, oui, nous sommes en pleine émission là sur Média de Africa et nous parlons justement des enquêtes qui se poursuivent du côté du Cameroun. C'est le président Banla qui était en train de parler. On a eu des problèmes de son avec lui. Alors, vous avez une question, une préoccupation? Non. Pas de chance de ce côté-là. Bon, en attendant que les choses reviennent dans l'ordre, avec Yaoundé et le président Ban. Je vous suis très bien. Professeur Nganan, vous avez entendu, Oui. vous avez entendu Hugues Kamwa, vous avez entendu un peu le président Gilbert Banla. Comment vous réagissez par rapport à ça, à leurs interventions? Du moins, évidemment, c'est le préambule que moi j'avais au départ. C'est-à-dire que qu'on ne peut pas parler au deuil de quelqu'un qui s'est suicidé. On ne peut pas aller au deuil de quelqu'un qui s'est suicidé de la même manière qu'on s'en va au deuil de quelqu'un qui a été assassiné et de la même manière qu'on s'en va au deuil de quelqu'un qui est mort par un accident de circulation. Donc, c'est trois comportements absolument différents. Et ici, nous avons un cas bien précis où 5 vérités se rencontrent, c'est-à-dire politique, culturelle, du discours criminel et puis policière. Si on prend uniquement la vérité criminelle, lorsque 2 personnes viennent dire qu'il faut laisser le temps au temps et que la justice va faire son travail, il se passe justement que le ministre de la Justice est impliqué dans l'affaire, c'est-à-dire que il est partie prenante du crime. Donc, c'est un problème très sérieux. C'est-à-dire que si on laisse le temps au temps, on a un ministre de la Justice qui déjà est impliqué dans le crime et ce n'est pas le seul crime dans lequel il est impliqué. On a parlé, j'ai créé à l'époque le prix Bibi Ngota. C'était il y a 10 ans déjà. C'est-à-dire pour faire que la mémoire de Bibi Ngota demeure vivante. J'ai dû suspendre le prix parce que lors de la dernière remise, j'ai été arrêté à Douala. Et Laurent Esso était impliqué, est absolument co-responsable, sinon même commanditaire de l'assassinat de Bibi Ngota. Vous voyez donc, on se retrouve avec une structure étatique où le crime se retrouve au cœur de l'État et on ne peut pas donc demander à cet État-là de légiférer sur ce crime-là qu'il a commis. Avec le ministre de la Justice qui est impliqué dans plusieurs crimes lui-même. J'ai été arrêté, j'ai été mis en prison. C'est-à-dire, c'est le ministre Laurent Esso qui était au téléphone. C'est-à-dire, c'est lui qui commandite au Cameroun. Lorsqu'on commandite un crime, on ne laisse pas de traces. On le fait au téléphone. Avec cette habitude-là, on ne peut pas dire que on va laisser le temps au temps afin que celui-ci résolve les problèmes. Mais moi, j'aimerais quand même aussi préciser quelque chose. À part cette réaction-là, j'aimerais dire que le crime culturel, celui que j'ai mentionné avant, le crime culturel, c'est-à-dire enfoncer quelque chose dans l'anus de quelqu'un comme étant la garantie, premièrement, de sa propre sécurité en tant que personne de pouvoir, et puis, deuxièmement, en tant qu'humiliation de cette personne-là, c'est une pratique qui est répétitive. Aux États-Unis et au Cameroun, on parle de record, n'est-ce pas? On dit, il faut suivre les traces. Cette répétition-là crée un pattern. C'est if you want, we can talk about the pattern. C'est de quoi il s'agit. C'est-à-dire cette répétition-là fait que la manière avec laquelle Zogo a été tué, c'est elle qui également devrait être analysée parce que c'est elle qui est culturelle. Elle s'inscrit donc dans une répétition qui nous ramène sur la manière avec laquelle, par exemple, les anglophones ont été tués de 2017 à 2018. C'est-à-dire que systématiquement, tous les jeunes anglophones qui étaient arrêtés, on leur retirait d'abord le pantalon. Je veux dire, les soldats de l'armée camerounaise, de l'armée francophone camerounaise, et puis spécifiquement Boulou, spécifiquement du centre et du sud, en fait du sud, leur retiraient le pantalon, les retournaient, leur enfonçaient quelque chose dans l'anus, et puis mettaient sur leur cadavre donc un fusil de chasse qu'ils avaient avec eux, prenaient une photo et présentaient comme étant un number boy. C'est-à-dire, on l'a vu de manière systématique et répétitive pratiquement tous les jours pendant 1 an. Et ce sont des photos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, ce sont des photos que chacun a vues qui ne peuvent pas être publiables parce qu'elles sont grotesques, elles sont inhumaines, elles sont absolument violentes.
C'est donc ce qu'a subi Zogo. C'est-à-dire, c'est un traitement culturel. Il a un nom de la culture du Sud. Il y en a qui ont écrit dessus. Je dis encore le bien Akuma. Banlo, explique-nous, qu'est-ce que c'est que le bien Akuma? Donnez-lui la parole, c'est lui qui vient de la forêt. Explique-nous ce que c'est que le bien Akuma. OK. Il y en a qui ont écrit dessus. Peter Gescher. J'ai posté l'article de Peter Gescher sous le lien de l'émission. Il faut le lire, c'est en anglais. En français, mon propre mentor, il s'appelle Séverin Cécile Abega, parce que j'ai grandi à Yaoundé. L'anthropologue le plus émérite de ce pays, qui est mort il y a quelque temps, Séverin Cécile, laissant lâcher les bêtises, c'est sa thèse de doctorat. Son livre sur la sexualité, c'est là. Il décrit tout ça. Ce n'est pas hasardeux, c'est une pratique culturelle qui est constitutive du pouvoir dans la forêt. C'est très simple. Et elle se répète sur les victimes qui sont de ce fait sacrificielles, parce que ces victimes sont transformées en boucs émissaires pour asseoir le pouvoir. J'aimerais que Banlois, comme c'est lui qui vient de la forêt là, qui nous explique ce que c'est que le bien Akuma. Explique-nous en détail. Monsieur Bamileki, explique-nous. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Merci, professeur Ngana, mais on va pas se focaliser. Absolument, ça n'est pas une vérité comme ça de la palisse que de dire que oui, c'est les boulous qui... Non. Je crois quand même qu'il faudrait qu'on parle tout simplement de l'humain qui peut aujourd'hui être d'un côté et avoir une attitude radicalement opposée à celle qu'il a eue quelques minutes avant. C'est une question d'humanité et d'humanisme tout simplement, et pas forcément... Lorsque vous parlez de boulou, si je descends vers le Gabon, il y a des fonds. Si je descends, non. J'ai bien précisé le bien Akuma. Je ne dis pas les fonds, les boules. Non, je dis le bien Akuma et je dis Banglois, explique-nous qu'est-ce que c'est que le bien Akuma. Explique-nous ça. Effectivement, je vais donner la parole tout à l'heure au président Banla. J'essaie d'avoir en ligne là Jean-Claude Mbele. Jean-Claude Mbele qui sûrement il voudrait absolument intervenir. J'espère qu'il sera au bout de la ligne là pour cette intervention. Voilà. Alors Jean-Claude, vous êtes sur Média 2 Africa. Vous avez la parole. Oui, Jean-Claude Mbele, vous êtes sur Média 2 Africa. Oui, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, je dis bonsoir au panel, au professeur Gadam, que je retrouve 12 ans après sur un plateau. Je dis bonjour au président Banla, je dis bonjour à monsieur Hugues Tamois. Écoutez, je voudrais pas redire des choses parce qu'il est très difficile d'intervenir après tous les experts que vous avez sur votre plateau. Mais j'interviens parce qu'ayant déjà été là au cours des 2 dernières éditions, depuis que le problème a commencé, je n'appelle pas pour contredire ce qui a été dit, mais pour apporter ma contribution par rapport à ce que j'ai lu. Vous savez, et comme nous sommes des journalistes, les informations que nous avons font état de ce que des gens s'apprêtent dès demain à lancer une autre campagne de manipulation de l'opinion par rapport à ce qui se passe. Vous savez, quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, pour sauver notre pays, je crois que ce crime de trop est celui qui va effectivement en faire bouger les choses. Ça, j'en suis convaincu, parce que il y a 2 semaines seulement, personne n'aurait pu imaginer qu'au Cameroun, on devait interpeller un certain monsieur Eko. Et pour interpeller un certain monsieur Eko, cela ne relève pas d'un simple hasard. Donc, ce que je voudrais dire, ma contribution est celle-ci. Parce qu'il est hors de question de tribaliser le crime qui a été commis. C'est un crime qui fait mal à tous les Camerounais et même au-delà. Et ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux nous révolte, et c'est d'ailleurs le motif pour lequel, et je vous remercie de me prendre en direct, je voudrais intervenir pour répondre à un ethno-fasciste petit qui s'appelle Dieudonné Essomba, qui littéralement a commis une tribune et qui continue de mener parce qu'il est très suivi malheureusement et continue de drainer avec lui une foule pour dire des vérités. Il nous fait savoir que Martinez Zogo n'était pas influent
et que plusieurs journalistes ont parlé de la ligne 94 et de la ligne 65. Je voudrais le dire ici, que ce soit clair. Bien sûr, plusieurs Camerounais, tous les journalistes ont parlé de ces lignes, mais tous n'ont pas donné les mêmes informations. Je m'explique. Les journalistes qui ont donné cette information, qui ont parlé des deux lignes, ont fait les chiens écrasés. Ils ont donné les informations les plus ordinaires que puissent donner des journalistes. Mais sauf que, puisque ces lignes existent depuis et sont carrément des lignes dans lesquelles tous les hommes d'affaires du Cameroun ont puisé pour bénéficier du soutien régalien de l'État. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et faites attention à ce que je dis. Ce dont il s'agit ici, c'est de savoir que tous les hommes d'affaires ont bénéficié de cette ligne. Je prends d'ailleurs l'exemple de la championne Françoise Bangoï-Tonnerre, qui, comme entrepreneur à travers son nouvel institut, en a bénéficié. Mais ce n'est pas de la même façon. Parce que si les autres ont bénéficié de quelques dizaines ou centaines de millions, Amokbelinga, lui, bénéficie des milliards à chaque mois de cette ligne. Et la première victime de cela était Paul Chouta. Lorsque Paul Chouta a failli être tué, ce n'est pas parce qu'il a parlé de la ligne 94 ou de la ligne 65, mais simplement parce qu'il a démontré qu'Amokbelinga prenait beaucoup plus d'argent que tout le monde. Les milliards qui lui tombaient dessus, aucun autre homme d'affaires au Cameroun n'en a bénéficié. Et maintenant, pourquoi Martinez Zogo meurt? Martinez Zogo ne meurt pas parce qu'il a parlé des lignes 65 ou 94. Martinez Zogo meurt parce qu'il a dévoilé, au travers des documents qu'il a perçus, qu'il y avait un marché de gré à gré en dehors des lignes 94 et 65, qu'il aurait bénéficié d'un autre marché de gré à gré d'environ 100 milliards de francs CFA directement de la direction de la sécurité présidentielle. Donc c'est ce que je voudrais dire à Dieudonné Issomba et à tous ceux qui veulent nous faire croire, qui veulent tribaliser cette affaire. Nous voulons la justice. Nous voulons que le président de la République agisse sans faiblesse et qu'il sache qu'il a le soutien de tous les Camerounais, qu'ils soient des exilés, qu'ils soient à la diaspora, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient des Ewondo, des Babileke et autres. Nous voulons simplement qu'il y ait justice. Voilà. Donc, je tenais absolument à dire ces choses et je crois que quiconque aujourd'hui a un peu de bon sens doit d'abord s'incliner devant la mémoire de Martinez Zogo, demander que justice soit faite et nous éloigner carrément de ces débats de tribalisme qui sont allés en coup. Donc je conclus. Je conclus en disant que, effectivement, Dieudonné Issomba et les autres tribalistes petits, ils ont raison de dire qu'on a toujours parlé des lignes 94 et 65, mais sauf que, effectivement, il y a eu deux crimes déjà. Le premier, c'était contre Paul Chouta, lorsqu'il a démontré qu'Amokbelinga reçoit de ces lignes des dizaines de milliards de francs CFA, il a carrément échappé à la mort. Et Martinez Zogo est venu sur les traces de Paul Chouta et lui a ajouté une information capitale qui a démontré que, effectivement, la direction de la sécurité présidentielle a donné 100 milliards de marchés publics à Amokbelinga. Voilà. Voilà donc, c'est ce marché qui par ailleurs était fictif. C'est ce marché qui était fictif, qui est la cause de la mort de Martinez Zogo. Merci. Ne nous éloigne pas du sujet. Voilà. Merci. Ce que je voulais apporter. Merci Jean-Claude. Tout ce que nous voulons, c'est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que nous organisons ce type d'émission pour amener les uns et les autres à échanger sur ce sujet. Avant de retrouver le président Banla, je reviens tout de suite sur Oumarou Roufaou. Vous avez écouté les uns et les autres. Alors, comment vous réagissez, Oumarou? Ma première réaction, c'est d'abord de dire que il y a des moments où, indépendamment des chapelles politiques auxquelles nous appartenons, il faut exercer un peu de self-critique. It is simply shameful. Shameful. C'est honteux pour moi quand j'entends dire laisser le temps, etc. Il faut dire clairement et nettement que l'État du Cameroun est devenu un État sauvage, sans droit ni loi. C'est un État en déliquescence. Quand on me parle ici il y a des enquêtes, il y a des procédures, où sont ces enquêtes quand le nouveau Lamido de le nouveau Lamido de Garoua avait arrêté un Djaoro, c'est-à-dire un chef de 3e degré. Il l'a amené chez lui
fouettés, torturés. J'ai des photos, j'ai des documents, rien ne s'est passé. Le même Lamido de Garoua a arrêté son propre neveu qu'il a torturé jusqu'à la mort, est sorti. Dans un autre registre, le colonel Bamkoui, qui dirige la CEMIL, en direct sur les réseaux sociaux, il a giflé un professeur d'université. Il a giflé et il a tellement l'arrogance, il est tellement sûr de lui qu'il lui a dit filme toi-même, il l'a giflé dans son bureau, rien ne s'est passé. Patrice Ngana vient de parler du cas de Bibi Ngota. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu après? En 2019, un autre oligarque camerounais, Ampoulo, a fait exécuter une personne qui s'appelle Youssouf Agarga. Écoutez bien ce que je dis et je porte la responsabilité de ce que je suis en train de dire. L'armée, la gendarmerie se met au service d'un oligarque dans son propre ranch, arrête un citoyen, le torture dans le ranch, l'exécute dans le ranch, rien ne se passe. Le cas de Dampoulo est un cas qui fait école. Quand le Lamido de Rai arrête, Célestin Yandal, qui est actuellement le maire de Touboro, a été torturé, pas seulement lui, avec beaucoup de personnes torturées, arrêtées dans la cour du Lamido de Rai. Qu'est-ce qui s'est passé ici au Cameroun? En réalité, je répète encore ce qui fait la particularité du cas de Martinez, et c'est pour ça qu'il faut maintenir la pression pour qu'on ait la justice, c'est que, c'est d'abord l'arrogance extraordinaire, incroyable des auteurs. Ils se croient impunis. L'amateurisme avec lequel ils ont agi. Ils ont agi en fait en laissant leur signature à chaque étape. Du moment de son enlèvement devant la gendarmerie, les véhicules utilisés, la torture, l'exécution, les coups de téléphone qui sont passés, c'est quand même des professionnels du renseignement. Si jamais on peut parler de professionnalité dans le mal, dans ces cas-là, c'est des gens qui devraient quand même savoir que dans cet état du Cameroun, s'il y a un truc où le Cameroun, l'état néocolonial du Cameroun a été toujours bon, c'est la surveillance, c'est le service de renseignement, c'est l'espionnage, c'est la terreur. Donc, ces gens-là savent que tout ce qu'ils font est traçable. Et ils ont fait sans semblant de vouloir se cacher. Ça veut dire que dans leur tête, consciemment ou inconsciemment, ils sont sûrs de l'impunité parce qu'ils l'ont fait dans le passé, qu'ils savent qu'ils le feront et ils savent que rien ne va leur arriver. Donc, stop, ne venez pas ici nous dire, il y a les procédures, il faut laisser le temps au temps, le président de la République, etc. Paul Biya ne maîtrise rien. Il faut avouer que le Cameroun est devenu en fait un État sauvage où on peut commettre des crimes quasiment rituels comme ça arrivé. Le Cameroun c'est encore pourri sur le plan de la justice. Donc actuellement, la pression doit être interne comme externe. Donc je disais, il y a l'amateurisme des gens, leur arrogance, la cruauté qu'ils ont utilisée. Patrice Ngana a décrit une partie, mais on n'a pas besoin d'expliquer parce que maintenant tout est sur la place publique. La cruauté avec laquelle ils ont agi fait que même les gens qui supportent le régime Biya, s'ils ont un minimum de dignité, s'ils ont un minimum de cœur, ils ne peuvent pas chercher à couvrir ces trucs-là avec du bavardage, du genre, il y a les procédures, laisser la justice sur son coup. Il y a quelle justice au Cameroun? Il y a quelle justice au Cameroun? Au début de la crise anglophone dans les années 1916, 2016, 2017, 2018, lorsque des étudiants, des gens qui manifestaient avec juste dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, avec juste qui manifestaient pacifiquement, ont été torturés. C'est sur la place publique. Qu'est-ce qu'on a fait aux gens qui les ont torturés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'impunité totale. Au contraire, le régime Biya a arrêté tous les modérés. Le régime Biya a raflé tous les gens qui sont raisonnables, qui sont mobilisés, qui s'occupaient réellement de vouloir résoudre les problèmes. Les a foutus arbitrairement en prison et puis a laissé le boulevard libre pour les extrémistes. Donc, à ce moment, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui s'est passé ici, les Camerounais doivent rester mobilisés, les Camerounais doivent maintenir la pression, mais aussi les partenaires du Cameroun. La chance, entre guillemets, s'il faut en parler, s'il faut dire avec toute la prudence voulue ici, c'est que c'est un cas qui est visible tellement à l'intérieur comme à l'extérieur au niveau mondial. La visibilité fait que c'est très, très difficile pour le régime Biya d'enterrer. Je suis sûr qu'ils vont chercher maintenant à créer d'autres incendies, ils vont créer des diversions, il y aura telle chose qui est arrivée là pour qu'on regarde ailleurs et pour que les gens se passent. Laurent est toujours quand même à son poste, non? Or, comme Patrice Ngana venait de dire, Laurent est impliqué dans le passé dans des choses normalement scandaleuses, insupportables. Ce monsieur-là ne devrait pas être où il est là. Il suffit de voir l'état de la justice camerounaise pour se demander, ce gars-là fout quoi là-bas dans un gouvernement? Qu'est-ce qu'il a foutu?
Ok, Donc, bonne ce que je question. veux dire, moi, faisons, oui, je vais finir. Faisons preuve de dignité pour une fois. Ne parlons pas des histoires de, il y a les procédures, il y a les trucs. Non, non. On veut les faire, on veut la justice, on veut que ça avance. Et quand on veut que ça soit élargi, on veut en fait une solution structurelle à ces problèmes-là. Il faut rétablir l'état de droit au Cameroun. Ok. Voilà. Hugues Kamwa, avant de revenir sur le président Banla. Hugues Kamwa, ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, justifie l'intervention personnelle du chef de l'État dans cette affaire, Kamwa? Just give me a few minutes, just a few comments for my brother, Mr. Umar. Yes, no problem. Go ahead, please. Do that. Just a few. I want him to understand that there is, in our the case of our country, one should be very careful not to mix up, say, police brutality or military brutality. One should find a way to separate that from identifying that as a state-sponsored problem. Most of these people who have had issues with the police or with the gendarmerie or with the military, they have. I mean, we have prisoners, who have been taken. People have been taken to court, and justice has been done in some respects. So the idea that Cameroon is a savage state, there is no rule of law, is not correct. I have spoken here that we should venerate facts. Facts are les faits sont sacrosanct. You have to, in a situation where we are, find a way to stay loyal to the facts. It will guide you. I know nous avons tous des sensibilités différentes. Lui, il est du SDF, ça se comprend. Mais il faut jouer la politique vraie. Moi, je ne gagne rien en parlant du RDPC. Quand je demande qu'il faut une démarche, n'est-ce pas, judiciaire appropriée, c'est parce que je veux que the rule of law, comme on se dit, soit établi au Cameroun. On va aller doucement, mais on va aller sur tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est pas pour supporter nous tous. Le président Paul Biya, his greatest legacy to this country has been the gift, let me not put it the gift, the development of civil liberty. Lui qui a toujours dit, il faut pas aller dans la brousse pour s'exprimer. C'est lui qui a toujours dit, restez là-bas, créez votre formation politique et on va jouer le jeu. C'est ce qu'il dit, c'est sa ligne politique. Et c'est là notre Cameroun. Mais il y a peut-être au sein de notre population les gens qui ont l'air, les agendas, je ne sais pas quoi, qui agissent comme ils le pensent. Et puis, dans tout ça, on incrimine, on dit que c'est Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le LDPC, c'est des individus. Et dans les cas comme ça, il faut suivre la loi. So this is what I want to make sure. I know passions are high and everybody is, that it's a young country. 50 years, 60 years is very young in the development of a nation. In the development of a nation that is just as diverse as Cameroon. Even in our own United States, an old democracy, Patrice Professor Nganang is here. There are still cases of police brutality. There are still cases of miscarriages of justice. There are still cases of, and you still see people who hold their breath, do what they have to do, and the country keeps going along. C'est un chantier qui est là, ce n'est pas pour demain. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est il faut qu'on agisse ensemble. Il faut qu'on agisse pour défendre la patrie, la République. Et c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour son pays, quoi. Bon, rester là et lancer le mot « tu es Hachem » parce que moi, je suis en train de dire qu'il faut laisser la justice prendre son cours, c'est vraiment un peu irresponsable. Mais je le comprends très bien. So going to the issue where you're asking why Paul Biya, our president, is taking the step, I've told you just now that his legacy project in Cameroon was the promotion and institution of civil liberties. Tu sais, il a passé toute une vie. Vous pensez peut-être qu'il est là pour s'amuser. Toute une vie. Mr. Kamwa. Attends, je chute. Just a second. Just a question before you move forward. Do you have the impression that after 40 years, he has succeeded to create that state, that kind of country, with all what we see today?
Right. So let me. You can't in politics. You can. He's the leader, of course, so he takes all the blame. So But he you should can. be in charge Well, yeah, he's true. He's nominally. He is and the one. He responsible takes of what is everything. going on also, isn't it? Yes, he's responsible Okay, parce que thank c'est you. lui le principal architecte. C'est lui le principal architecte du système politique Ouais. avec ses collaborateurs. Mais the blueprint which he has created with his party to govern the country is there. I told you earlier that the political will to manifest this blueprint cannot be only his calling. It has to be everybody's calling, including members of the opposition, including, it has to be a common national effort. The problem with Cameroon is that we are not politically aware and awakened enough to, comme on dit souvent, prendre nos responsabilités. But whose So fault it is is that? always an issue. It's because you see somebody who is telling you that he believes in democracy. He has liberalized the country. He has given the tools, the governing tools to get this country from one state to the other. And then we see on the other hand, these kinds of things that are happening. If there has been malfeasance, in other words, if he's a public official is involved in this crime, definitely the law should take its course. But we cannot just come in and say Laurent is so and point people's. Let the law handle that. What Patrice Ngana was saying is that because Laurent Esso is a minister of justice, he is ce qu'on appelle ici conflict of interest. But let that be understood and let the criminal investigation takes its course. There is no reason for us to rush the process. Paul Biya, who I'm telling you, his legacy is that he brought democracy and freedom to Cameroon. If this has not been fully manifested, it doesn't mean that he has failed. It means that he has not fully achieved that goal that he had in him when he came. And I'm saying the reason he has not fully achieved it is because the entire population are not as fully mobilized as they should have been in order for these things to take form. And the crimes that are committed on the side, these are just crimes. Human beings, nous ne sommes pas au paradis. Les gens sont toujours là. Il y a des gens qui vivent avec le ventre. There is a lot of passions in Cameroon, and he cannot by himself elevate everybody to a point where we understand the difference between public and private property. Because the people are still people. And I'm not saying this to justify anything. We are just humans. In fact, the important point here is that we have been exposed with the social media revolution to ideas that are bound in other places. We've seen pictures of other things, and people are thinking that these things are just some things that can be done or that can be produced in our country like that. It takes a little bit of work, it takes a little bit of time, and this is the kind of processes, this is the kind of things, especially in this moment where we have this national thing going on, that we can reinvent ourselves again, we can redirect our efforts, and then keep going. Le petit pas, le gradualisme, quoi. Nothing is done through a revolutionary fervor. You have to impulse the movement, but do it gradually. Make sure everybody is building. It's a big thing, and eventually we will get there. C'est tout ce que je demande. Ok, merci de toutes les façons. Amadou Ahidjo, à propos de révolution, a à son époque parlé de révolution pacifique, dont on peut toujours avoir une révolution. Président Bangoula, vous avez écouté les uns et les autres. Président Bangoula, sur le plan anthropologique, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur justement le problème soulevé par le professeur Nganan? Pareil que vous maîtrisez mieux ce domaine-là, parce que vous êtes de la région. Est-ce que ça fait partie de la culture ou alors du cultuel? Je voulais même dire que c'est criminel hein, de déclarer même ce genre d'allégations parce que les peuples noirs ont des us et la culture. Et même quand on va vous parler par exemple de la pérennisation de la culture, il y a ce qu'on appelle les secrets de la société qui ne peuvent pas être automatiquement, c'est-à-dire une manière de poser le problème. Et c'est pour cela que je voulais dire hein, à mon jeune frère, professeur Nganan, que non, sachez que les cultures ont ce qu'on appelle le volet public et le volet confidentiel.
Maintenant, dans la confidentialité, je ne sais pas si dans ces agrégats, on peut dire que on peut accepter cela. Je ne pense pas. Je pense que c'est une visibilité. Et dans les sociétés secrètes, il y a un certain nombre de choses. Quand on dit, par exemple, à l'Ouest, qu'on va verser de l'huile de palme sur les crânes, est-ce que c'est une loi culturelle ou bien c'est fondé d'en parler en public? Je dis non. Si on c'est en un parle. peu ça. Bon, je suis désolé. Est-ce que on a le droit de garder les crânes dans une maison alors que, d'une manière pathogène, c'est du poison? Quoi Ça ça? peut empoisonner l'environnement. Alors, je suis désolé. Je voulais que nous puissions parler de la culture publique et que nous laissions quelque part. Moi, je suis Yezoum. Chez les Yezoum, chez nous, on n'a pas accepté un jour que, d'une manière clandestine, si quelqu'un posait un acte, fût-il un acte répréhensible, qu'il soit dans cette vendetta où on prend un bâton, je ne sais pas ce qu'on le met dans l'arrière-plan pour qu'il il sorte par la gorge. C'est ça le problème. Et puis, le problème de Martinez est un assassinat. Ça peut être que les criminels en question ont voulu simplement poser un acte pour effacer les traces. Ce n'est pas seulement ça. La langue a été coupée. Les orteils ont été amputés. Nous, on a vu le corps de près. Bon, face à cela, nous, on est obligé de dire, parlons de qui, comment, quels sont les auteurs. Quand j'ai entendu toute la vérité, rien que la vérité, c'est ce que le peuple, c'est ce que le monde entier veut savoir. Alors, je peux prendre sur mon dos de le dire en tant que président du Parti républicain que ceux qui sont là sont aussi présumés être coupables. La présomption d'innocence n'est pas l'équité du droit. Ils sont aussi présumés être coupables. Et s'il y a des indices papables, le juge de siège va condamner ou bien va statuer. Donc, quand on ne peut pas parler aujourd'hui, à partir du moment où l'État, à travers son secrétaire général, le ministre d'État, en charge, disons, le ministre d'État à la présidence, je vous l'ai dit, Ngongo a fait une publication de la proximité de certaines personnes qui, sûrement, auraient participé d'une manière logique. Et dès lors que l'État prend position, ça veut dire que on a quand même la vérité du fait, on a ponctuellement une raison de croire. Les 30 personnes qui sont là-bas, on peut trouver 10 qui sont, par exemple, qui n'ont rien à faire là-bas. Ça peut être des témoignages, ça peut être même une façon de mieux étayer les choses. Je vous rappelle, quand on a interpellé M. Amourou Belinga, moi, en tant que plutôt président du Parti républicain, j'ai dit, allez interpeller les Fouda Abega et tout le reste. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être exploités. Ce soir, je venais de donner dans un média le nom de Manda Abega. Moi, je fais mon travail. Dès lors qu'on dit qu'il faut accompagner la société, je donne des indications. Ce n'est pas méchant. Je veux bien que on puisse voir un crime d'État à l'intérieur. Mais l'État s'investit aujourd'hui d'enlever, d'extirper les mauvaises graines. D'extirper les mauvaises graines. C'est normal que l'État puisse être responsable. Et on demande des comptes à l'État. Qu'il faut qu'il y ait une vérité qui sera mise de l'autre côté. Il y a un certain nombre de choses, d'affaires qui sont en train d'être révélées, qui étaient sous cap. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de crimes qui sont imposés à certaines personnes. Disons pas imposés, qui vont vers l'indication de certaines personnes. Moi, je dis, c'est une très bonne chose si le dossier de Martinez viendra balayer toute la cour. Où est le problème? That's not the problem. Donc, la réalité ici, c'est de dire que le chef de l'État balaye devant sa cour. C'est pour cela qu'il y a la gendarmerie qui se balade du côté du stationnement là-bas.
on nous avait dit que la même gendarmerie était en train de garder la maison d'Amougou. On a même dit que c'était pour le protéger. Maintenant, Amougou est en cellule. Attendez voir. On va interpeller les gens et on va continuer à interpeller. Moi, je connais par exemple le rôle, par exemple, que certaines personnes peuvent jouer à côté de M. Amougou, qui est mon fils. Il a posé des actes. Il faut qu'il assume. Moi, j'ai failli perdre ma vie. Malheureusement, petit frère Ngana, c'est dans ton mandat que j'ai été en vacances là-bas. Et on m'a dit que tu étais l'ancien locataire. Voilà. Donc, ah oui, au quartier 3, dans le local du commandant. Alors, pour t'indiquer, je venais te remplacer tranquillement parce que ma tête n'était pas bonne à l'extérieur. On estimait que je parlais beaucoup. Et j'étais en train de dire des choses qui pouvaient être poser un certain nombre d'actes. J'ai suivi tout à l'heure l'intervenant de l'extérieur, mon petit frère, qui est du côté de l'Italie, qui a dit que il y a Martinez a dit certaines choses, n'a pas dit extraordinairement quelque chose, il ne faut pas le dire. C'était un crime, c'est-à-dire de passivité, d'orgueil. Pour ceux qui ont posé cet acte, c'était un crime d'orgueil. Qu'est-ce qu'il a dit d'extrait de santé? Moi, j'ai parlé du directeur du cabinet civil, plutôt, je voulais dire, du directeur de la sécurité présidentielle depuis des années. Ça m'a pas causé du tort. D'accord, j'ai des preuves. Il y a plein de mes vidéos qui se baladent. Alors, quand on vient nous dire aujourd'hui qu'il a dit ce qu'il a excédé, non. Je pense à une seule chose. Le crime là, c'est Dieu qui a voulu que ceux qui posent des actes et disent que certaines personnes sont dans l'eau du côté de Bala, d'autres sont morts, que ça soit aujourd'hui à la place publique. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Amougou Belling a passé son temps à dire qu'il était protégé par le chef de l'État. Il a dit qu'il était protégé par la première dame, avec laquelle il faisait des affaires. Aujourd'hui, le chef de l'État dit, monsieur Amougou, quand vous avez des preuves, et nous on travaille avec vous, apportez des preuves. Parce que les gens ont dit même que la phagocytose qui est faite autour de lui et l'enregistrement illicite, parce que j'ai des dossiers, j'en ai parlé, l'histoire avec Ketchanke, des faux virements à travers la CARPA, où il a voulu détourner 11 milliards à travers Télésud. Nous avons j'ai dénoncé cela. Mais ça n'a pas changé le fait que je sois au Cameroun. Quand on fait un travail, il y a ce qu'on appelle le bas et le haut. Donc, il a posé des actes, il a bluffé toute la République, il a fait croire aux gens qu'il était le neveu de Martin Bellinga Boutou, le feu Martin Bellinga Boutou, ce qui n'est pas vrai. Ses amitiés avec le cabinet civil, l'actuel cabinet civil avec un vendeur, nous attendons voir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un monsieur qui a posé des actes, il a mis toute la République à l'écoute. On est allé prendre les appareils dans son domicile, où il a mis toute la République à l'écoute. Il a travaillé avec certaines personnes, des gens ne connaissent même pas, je vais vous indiquer. Monsieur Amougou gagne un marché à travers un Koto Eman, le fin Koto Eman, le DG de Camtel. Et il est question ici de faire ce marché. Monsieur Koto Eman a une domiciliation aux finances de 3 milliards qui devrait être viré dans le compte de Camtel. Alors, lui et son ami qui est au quartier 13, il s'appelle Tagne, s'arrange à faire les trous que vous avez vus dans la rue. Ils ont dit que c'était le câble. Et ce marché a été payé par les unités et les cartes d'unité, parce que Camtel n'avait pas de l'argent. Et cette logique a été faite, et je peux citer le nom de quelqu'un qui a été dans ce projet, monsieur Yopa, qui a travaillé avec Amougou à travers Vision, je ne sais pas, moi j'appelle ça, excusez-moi, Vision Caca, ou bien Vision Finance, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi du peu. C'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble avec le feu Koto Eman. Et il était question simplement ici qu'on suggéra que monsieur a été l'ami des autres. Les gens qui ont fait ça sont à Camtel, hein? Les techniciens qui ont installé cette histoire. Que
Comment un monsieur peut s'autoriser de mettre tout le monde en écoute et enregistrer tout le monde? Dixit, les publications que lui-même il a fait. Le général, la femme, j'ai donné 5 millions. Je vais rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est l'apartheid, excusez-moi, contre l'État du Cameroun. On appelle ça la haute trahison. Mais que les gens arrêtent un peu de dire aujourd'hui que ça se passe comme si c'est vrai. Il a bluffé tout le monde. Et j'ai parlé de ça, je me suis fatigué à la limite. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi un bluffeur va vous raconter des histoires. Et quand il fabriquait des fausses nominations pour Mbala Sala, est-ce que c'est Paul Biya qui l'a encouragé? Président Est-ce que si... Non, monsieur Ouatton, si vous avez... Non, c'est pour aller dans le sens... C'est pour aller dans le soit vous avez des amitiés, soit vous avez des amitiés avec les interlocuteurs d'en face, et vous ne voulez pas que je dise la vérité, rien que la vérité, et la vérité, vous ne voulez pas que je parle. Je suis en train de chuter. Laissez-moi descendre au bas de la passerelle de l'escalier. C'est pour vous relancer, Comment expliquer donc... Je crois que vous voulez me couper, parce que quand je prends les allures, laissez-moi vomir, si j'ai besoin de vomir. Non, c'est pour vous relancer. Comment expliquer donc, Président Bangoula, que des personnages aussi douteux que Amougou Belinga, que Kouagné Donatien, qu'ils puissent prospérer comme ça sous le renouveau? Comment vous expliquez ça? Je vais vous dire que c'est tout à fait logique. Il y a une logique. De prospérer sous le renouveau? Il y a une logique. Je vais vous dire pourquoi. De prospérer dans le monde de la paupérisation, de la précarité. Je vais vous dire pourquoi. L'intelligence au Cameroun, c'est quoi? On vit dans un état où les gens parlent beaucoup plus d'intervention et de réseaux. Et dès lors qu'on parle de ça, ça anime la corruption, les poches d'hostilité, et les gens disent, tu sais à qui tu as affaire, si tu t'amuses avec moi, je veux te nuire. Et beaucoup sont ici comme ça. Je vais vous donner, il y a des milliers d'exemples qu'on peut avoir ici. Il y a beaucoup d'hommes là qui tiennent encore dans la rue, qu'on doit prendre et les mettre quelque part dans un parc. Dans une société sérieuse, on ne doit pas le faire. Je vais vous donner un exemple. Le Cameroun ne constitue pas une société sérieuse. C'est ce que vous voulez dire? Non. Comme aux États-Unis, les armes continuent à exister. On peut tirer sur quelqu'un à minuit ou à 2 heures du matin. C'est une société sérieuse aussi. Voilà. Donc, je voulais le dire. Pourquoi? On appelle ça les excès de la société. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que le simple fait que quelqu'un aille le 20 aller dire bonjour à ton chef d'État, c'est qui est normal. Il trouve que c'est un privilège. Et avec cette photo, il est capable de faire beaucoup de gaffes. Parce qu'il y a le bluff, le maquillage, le mensonge, la manipulation. Nous sommes dans une société qui est égrenée de stupéfaction, où on appelle les réseaux. Ces réseaux ne nous servent à rien, tout au contraire, ça nous gangrène. Je connais des gens, j'ai suivi mon ami tout à l'heure du SDF qui a dit qu'il y a des gens qui posent. Vous savez par exemple combien d'actes M. Dampoul a posé au nom de la feu première dame, Jean-Irène Bia? Vous ne pouvez pas savoir. Hein? On peut s'appeler Dampoul et poser des actes. Vous comprenez à peu près. Elle a enfermé quelqu'un parce qu'on n'avait pas respecté un contrat. Il s'appelle simplement le propriétaire des quartiers que je vais appeler le bâtiment du Catios. Vous comprenez à peu près. Donc, il y a trop d'abus. Il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer ça parce que on ne peut pas vivre dans une société où le trafic d'influence est devenu une institution. Où les gens disent n'importe quoi pour paraître. Mais le cas, par exemple, de Donatien et de cet amoureux. Si moi, je me serais pas entêté, j'étais en France il y a quelques jours, j'étais en Europe, je faisais mes voyages. Je suis rentré au Cameroun. Vous savez ce que les gens étaient en train de dire? Ah, mais il est parti, on lui a fermé le bec. Il va pas venir dire, je suis au Cameroun, je pars. J'attends. Vous comprenez? Okay. Il n'y a pas une mixture de société. Je vous l'ai dit au professeur Ngana, petit frère, you have a floor here. Come back. C'est des malins qui se sont assis sur les institutions et qui pensent qu'il est manipulé les gens en disant je suis proche du chef de l'État. Je suis proche de ceci. Vous savez ce qu'on appelle un directeur, par exemple, de DGRE qui devient, par exemple, un rédacteur en chef d'un journal. Il prend la copie d'un journal. Il fait une note en disant que ce journal a donné une information parce qu'il veut capitaliser le gombo. Il faut faire ça
pour faire manipuler les gens, avoir de l'argent. Est-ce que c'est normal? Et vous appelez ça un directeur de la DGRE? Non, non, pas du tout, Président. On va continuer avec le voilà. professeur Ngano. Je voulais simplement m'arrêter jusque-là pour vous dire que c'est des gens qui ont été dénoncés, mais qui ont estimé à un moment qu'ils voulaient dire un certain nombre de choses. Et ils ont créé la parité. Dieu a voulu que, aujourd'hui, que ça s'arrête. Et je voulais féliciter ici M. Darwe qui a dit, nous avons posé des actes, on assume. Il faut qu'ils assument et que la patrie soit hautement respectée. Voilà, merci beaucoup, Président Banla. Dans la description que vous faisiez tantôt de la situation qui prévaut, ça n'est pas reluisant. Alors, la question, je la pose au professeur Ngano. Professeur Ngano, est-ce que on serait arrivé à ce stade de la décrépitude de la société si la politique de rigueur et de moralisation avait été effective? Est-ce on en serait à ce stade? Oui, bah en fait, je ne peux pas aller, du moins, vers une réponse à cette question sans revenir un peu à un certain nombre de faits chaotiques. Parce que le chaos profite pour installer le mensonge, c'est-à-dire parler fort, crier, et faire des gestes impossibles. Ça installe le mensonge. J'aimerais déjà dire à notre frère, je suis un adulte. En fait, please, never speak for me. Il ne faut jamais expliquer ce que je suis en train de dire à côté de moi alors que je suis en train de parler. It is totally disrespectful. Don't never do that. You will never do that to a white person, by the way. You will never do that. You will never say this white person wants to say. Right? Et ça s'applique également à mon frère Banlois, c'est-à-dire le petit frère Ghana. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière? Alors, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on retombe sur cette stratégie. On retombe sur cette stratégie parce que nous avons en fait un pouvoir tribal qui veut perdre le temps aux gens. C'est-à-dire pour se maintenir au pouvoir, il veut perdre le temps. Il veut gagner du temps. C'est de quoi il s'agit, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est des stratégies. Ce n'est même pas une stratégie d'opposition, c'est tout simplement gagner du temps. Au début de son intervention, on lui a dit que Amougou Belinga a été libéré, il a été entendu et puis libéré. J'ai posé cette question sur ma page. Est-ce qu'il a été libéré, oui ou non? Eh bien, tout le monde a dit non. Paul Chouta vient de publier sur sa page une photo qui représente ce qu'il fait en prison. Donc, il est en prison. Comme quoi, l'une des stratégies, la deuxième stratégie, la première, c'était bien sûr de vouloir traiter tout le monde comme son petit frère ou bien de parler à la place des gens qui parlent partout aux États-Unis, en Europe, etc. Vous parlez pour moi, c'est absolument faramineux. La deuxième stratégie, c'est évidemment le mensonge pur et simple, c'est-à-dire, Banlois vient ici, il dit il a été libéré alors qu'il n'a pas été, il est en prison là maintenant. Ouais, et donc ce mensonge devient une vérité plus il est répété. Voilà. L'autre fait évidemment, c'est la diversion. Là, c'est absolument classique. On se met à parler de milliards tout le temps. Personne n'a autant parlé de milliards que ce pouvoir dans un pays pauvre. On a l'impression que le Cameroun, c'est Dubaï. On ne parle que de milliards au Cameroun. C'est absolument impossible. On est sur un plateau, on est dans un bureau, on est chez des gens, mais ce n'est que des milliards. Mais c'est quel genre de pays ça? Je vis dans un pays, les États-Unis, où manifestement c'est un pays riche, mais les gens ne parlent pas d'argent autant que les Camerounais, autant qu'au Cameroun. Mais c'est fou ça. C'est fou. Quelqu'un appelle d'Italie là pour nous parler de lignes, ceci, lignes, cela, de transfert de milliards de francs CFA. Mais qu'est-ce que c'est que, mais c'est fou. C'est la diversion pure et simple devant un cadavre qui a été, qui s'est placé devant nous avec un pattern qui nous renvoie à une tradition bien précise, qui nous renvoie à une culture du crime et à une culture bien spécifique du traitement du pouvoir. C'est de quoi il s'agit. Donc, lorsqu'on parle de la vérité, voilà de quoi il s'agit. L'historique de cette vérité-là, et moi, je suis en train de parler uniquement d'une seule. J'ai dit au début qu'il y avait 5. Je suis en train de parler d'une seule maintenant, c'est-à-dire de la vérité criminelle. Si vous voulez, parlons-en de la vérité criminelle. J'ai dit Eko a arrêté, n'est-ce pas, Guérin Dimbara, l'a fait disparaître. Personne n'a jamais vu le corps de Valan Guérin Dimbara. Personne n'a jamais vu son corps. Il a été vaporisé, il a disparu comme ça dans la nature, il est mort.
arrêté par Eco. Ça dit, l'article, l'analyse, le travail de recherche est là. Donc, la piste est tout à fait classique d'enlèvement, de kidnapping et puis de meurtre. La même chose s'est reproduite avec les anglophones qui sont en Konenki à l'heure où on parle, c'est-à-dire le leadership anglophone, Ayuk Tabé, etc. Eco, c'est le même. À Abuja, il les a arrêtés, il les a amenés au Cameroun et maintenant ces deux cas bien précis ont servi la justice camerounaise. Ces deux cas illégaux, le premier d'assassinat, le deuxième de kidnapping, ont servi la justice camerounaise vu que Ayuk Tabé a été condamné par la justice camerounaise. Donc dire que c'est la justice camerounaise qui va maintenant résoudre ce problème criminel-là, c'est se moquer des gens. Parce que nous avons, et là ce sont les cas visibles, ça y est, des leaders. On pourrait parler des centaines de Camerounais anglophones et francophones qui ont été La solution pendant par quoi, professeur? La solution pendant par quoi? Non, qui ont été arrêtés, qui ont été vaporisés, c'est-à-dire qu'ils ont disparu. Et moi-même, c'est-à-dire ils m'ont fait disparaître pendant 3 jours, personne ne savait où je suis. Oui. On m'a pris voilà, je me suis retrouvé à Yaoundé. Et donc, avec ça bien c'est l'assassinat. Non, la quatrième chose que moi j'aimerais quand même dire, parce qu'on ne peut pas sauter sur les solutions toutes les fois sans regarder le pattern. Comme on dit aux États-Unis, follow the money. Si vous voulez la solution, regardez les traces d'abord. On se retrouve avec un crime qui a été répété plusieurs fois. Mais la stratégie, c'est quoi? C'est que tous là, chacun d'entre eux, vous allez voir, ce qu'ils veulent, c'est protéger Biya. Ils veulent tout simplement protéger Biya. Chacun d'entre eux, ils sont en train de déculpabiliser Biya. Après 40 ans de pouvoir, 40 ans, ils sont en train de le déculpabiliser. Devant nous, on a un génocide qui a lieu dans le nord-ouest du Sud. C'est-à-dire, on a des citoyens qui sont, des centaines qui sont traités exactement comme Zogo. Ils sont arrêtés, leur anus est perforé, ils sont tués et leur cadavre est jeté dans la rue. Parfois, leur tête est coupée par l'État camerounais. Donc, on ne peut pas déculpabiliser celui qui est la tête de cet État-là. On ne peut pas faire comme si le but du travail qu'on fait et d'investigation, c'était de découvrir une vérité parcellaire sur un individu, Zogo, qui a été tué et traité de la même manière que 400, que 1000 autres individus, par le même monsieur qui s'appelle Paul Biya. Oui, oui. Paul Biya qui fait ce genre, de cette manière, pour se maintenir au pouvoir. Donc, c'est pourquoi je posais la question de savoir, la question de savoir qu'est-ce que c'est que le bien Akuma? Et voilà, Banlo a fui. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce que c'est que le bien Akuma? Expliquez ça aux Camerounais. Qu'il explique. Bon. Comme si on ne savait rien. Qu'il explique le bien Akuma, c'est quoi? En attendant cette explication, Hugues Kamwa a fait allusion à une espèce de catharsis que vit le Cameroun aujourd'hui. Et justement, dans cet état de catharsis, nous sommes dans la recherche justement des solutions, des réponses. Parce que tu as parlé justement de cette répétition, n'est-ce pas, de ce qui revient comme une ritournelle, cette manière de faire le crime, n'est-ce pas? Tu en as parlé, c'est vrai. Mais maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on va s'arrêter à ce niveau? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr, parce que ce crime-là est constitutif de l'État. En fait, c'est anthropologique, ça a été décrit, je répète, ce n'est pas secret. Ça a été décrit par Séverin Cécile Abega, Les Sanachis les Bêtis. C'est un livre publié à Yaoundé aux éditions Clé. Yaoundé, les éditions Clé, où se trouve Banlois, j'espère, parce que j'espère qu'il n'a pas fui le Cameroun. C'est à Clé, publié là-bas. Non, il est au Cameroun. Ça a été repris. Voilà, ça a été publié également. Ça a été décrit en détail, de manière comparée, n'est-ce pas, par Peter Guichier. Et la première description du bien Akuma a été faite par un anthropologue allemand, Tesla, n'est-ce pas? Donc, c'est en 1913, il y a 100 ans. Donc, comme quoi, c'est quelque chose qui est vu, qui est décrit pas seulement par les Noirs, mais par les Allemands, par les Américains, par les Camerounais eux-mêmes et par les Étones, c'est-à-dire par les gens de la forêt. C'est constitutif du pouvoir dans la forêt. Donc, on ne peut pas dire que la répétition de ce crime que je décris, ce soit accidentel. Elle est structurellement fondatrice du pouvoir tel qu'il se manifeste
sur ce qu'ils appellent chez eux le Nkunkuma. C'est de quoi il s'agit. D'accord. Donc, Voilà. ils nous décrivent, on voit une multiplication. C'est comme si on voit un serial killer qui commet le même crime de la même manière partout. Eh bien, il faut bien qu'on nous décrive qui est ce serial killer-là, et c'est bien sûr Paul Biya. C'est ça le problème. Voilà. Ok, mais comme je disais, la question c'était maintenant que nous connaissons les causes de ce mal, comment est-ce qu'on fait pour extirper ce mal? Chasser Biya. Combien de fois est-ce qu'on va le dire? Chasser Biya. C'est très simple. Ok. En attendant, je vais me tourner vers Oumarou Rufai, le représentant du RDPC, parlait de catharsis. Cette société, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce type de situation, Oumarou? Corrigeons d'abord une chose. Je suis représentant du SDF. Exact. Tout ça, entre nous, le SDF et le RDPC, c'est deux mondes. Donc, j'imagine c'est une erreur. Vous avez le représentant du RDPC, SDF. Et justement, ça me permet de corriger un révisionnisme historique que j'ai entendu mon compatriote du RDPC. Pour rappel, l'émission, on a dit vérité, toute la vérité. Toute la vérité, la manifestation de la vérité dépend aussi du contexte dans un État comme l'État du Cameroun. Ce contexte-là, pour que la vérité se manifeste, il faut d'autres éléments. C'est pas seulement tout laisser faire confiance à un Biya. Et je suis content que Patrice Ngana l'a dit, et je le répète, le premier responsable ici. Et l'expression serial killer que Ngana a utilisée a toute sa place parce que ces assassinats, ce type d'assassinat-là, ça s'est fait régulièrement et en public. Et ces gens sont devenus tellement arrogants qu'ils ne se cachent même plus. Vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts pour trouver d'autres cas, le même pattern, comme il a dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, Paul Biya n'a pas apporté la démocratie. Paul Biya et le RDPC étaient opposés à l'introduction du multipartisme. Lors de la création du SDF en 1990, le verset 1990, il y a une manifestation, c'est dans le sang. On a massacré, nous avons eu des martyrs, il y a eu 6 personnes et d'autres Camerounais ailleurs sont morts. Pendant les années de Brest, c'était chaque petit acquis démocratique au Cameroun a été obtenu par la lutte du peuple. Ça n'a pas été donné par Biya. Et chaque fois que l'occasion se présente, ils font reculer ça. Et c'est ces reculs-là qui mènent à des situations où on a maintenant, où le corps, le Cameroun est un malade, c'est un cancer généralisé, où chaque élément devient carrément indépendant, s'autonomise et fait ce qu'il veut, où n'importe quel oligarque peut utiliser les bras de l'État pour commettre les crimes dans l'impunité et en public. Donc, Paul Biya est plutôt responsable. Paul Biya n'a pas apporté la démocratie. Paul Biya a toujours traîné les pieds. C'est-à-dire, comme on dit en Fulfulde, mais Rejoko avant eu Moachan Kosemakodasa. C'est-à-dire qu'un paresseux, même si le porte, il va faire traîner les pieds. Donc, toujours direction, solution. Les reculs actuellement, que ce soit sur le plan de la loi électorale, le RDPC est en train de reconstruire le parti unique. Nous sommes revenus au Cameroun, en fait, à l'état de parti unique. Et comme on fait reculer aussi la liberté de la presse, et quand on fait reculer les libertés et parallèlement on appauvrit les gens, on fait pourrir l'État par la corruption, ça veut dire on revient de facto au parti unique. Ce qui est en train de s'ajouter maintenant, c'est la terreur que le Cameroun connaissait dans les années 60 qui est aussi en train de revenir. Donc pour moi, la solution, non seulement, au risque de me répéter, maintenir la pression, maintenir la visibilité de la chose, ne pas faire confiance en aucune manière au régime, parce que ce régime-là n'a en aucun cas prouvé qu'on peut lui faire confiance. Donc, prenons un truc anecdotique. Lorsque certains partis d'opposition, le SDF, le MRC, l'UDC se sont réunis, le PNC ont travaillé et puis ont préparé un projet consensuel de code électoral. La simple réunion pour présenter ces projets-là au peuple camerounais a été interdit, en contradiction de la loi de 1990 sur les réunions publiques. Actuellement, vous faites une réunion chez vous. Ça nous est arrivé, nous, du SDF, mais ça arrive aussi aux autres. Vous faites une réunion dans votre domicile, dans votre salon, le sous-préfet, les gendarmes viennent vous empêcher. Le RDPC peut organiser ses marches partout où il veut. Quand c'est une motion de soutien à Paul Biya, vous pouvez le faire. Mais quand c'est une petite réunion, même des petites cellules chez nous, on interdit. Donc, la manifestation de la vérité passe d'un côté par le rétablissement de la liberté de la presse, d'où la nécessité de protéger les journalistes,
D'où la nécessité de protéger les journalistes, d'où la nécessité de se battre contre l'impunité dans le cas de crimes comme ça, contre tous les crimes, mais particulièrement les crimes contre les journalistes à ce moment-là. Donc, liberté de la presse, la loi électorale pour rétablir quand même, arrêter le recul des acquis démocratiques. À défaut de pouvoir aller de l'avant, arrêtons quand même le recul des systèmes démocratiques. Le RDPC a plus de 2 tiers à l'Assemblée nationale. Le président de la République nomme une partie du Parlement au Cameroun. Je répète, au Cameroun, Paul Biya, exécutif, ça roge le droit, l'arrogance de nommer une partie du Parlement. Le Parlement, c'est juste une chambre d'enregistrement. On a vu ça lors de l'élection de la dernière loi de finances où ils ont introduit toutes sortes de taxes en pleine phase d'inflation mondiale. Merci. Donc, ça veut dire que nous sommes en reculé. Il faut absolument arrêter cette dignité. Et ce que j'attends franchement de nouveau de tous les compatriotes, c'est d'arrêter cette diversion, c'est de faire de l'autocritique, c'est de dire qu'à ce moment-là, même pour la survie même du régime lui-même, ce n'est pas quelqu'un de l'opposition comme moi qui devrait le dire, mais si je peux me prendre, même pour leur propre survie, ils ont intérêt au moins à s'occuper de mauvaises graines dans leur rang et de faire en sorte que la justice passe et de faire en sorte qu'au moins il y ait un équilibre, une certaine contrebalance, un check and balance comme on dit en anglais. Actuellement au Cameroun, les choses sont totalement déséquilibrées. Merci. Toute l'expression de rigueur et moralisation qu'on a depuis quand c'est une escroquerie, c'est une simple escroquerie. Regardez au Cameroun, les gendarmes sur les routes, c'est depuis 40 ans aujourd'hui où je vous parle dans toute l'entrée de chaque ville, entrée et sortie des villes, vous avez des gendarmes qui escroquent le peuple, qui brutalisent les gens dans l'impunité totale. Oui, revenons. On a compris, Maro, merci. Revenons. Quand je faisais allusion justement à cette idée de catharsis, c'est parce que Hugues Kamwa l'avait évoqué dans sa réaction. Nous avons en ligne Padia Sanga qui appelle d'Allemagne. Padia Sanga, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Marie Watonsi. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à M. Jean-Pierre Baoula. Bonsoir au professeur Ngana. Bonsoir à mon ami Rufao, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Oui, vous avez dirigé un bon sujet aujourd'hui, l'assassinat de Martinez Zogo. Oui, nous déplorons qu'il soit assassiné de telle manière, mais l'assassinat tout court, ce n'est pas acceptable. On ne doit pas assassiner quelqu'un à cause de ses opinions. Nous disons que son âme reste en paix. Maintenant, entrons dans le fond du sujet. Je ne veux pas prendre la ligne où le professeur Ngana a pris en disant que c'est un crime tribal, on a voulu faire ça. Non. L'assassinat de Martinez Zogo, c'est le serpent qui mord sa queue. Parce que Martinez Zogo appartenait à un clan. Et comme on est à la dernière dorsale de la nuit de Long Couteau, on lui a donné le dossier. Qui a donné les dossiers à Martinez Zogo pour qu'il lise certaines parties des dossiers et n'ait pas lu l'autre? Il y a des personnes qui savaient que Martinez Zogo devait être assassiné jusqu'au détail. Il y a Xavier Messi qui a dit publiquement. Pourquoi on ne les interpelle pas pour savoir la vérité? Moi, je veux parler de la vérité. Je ne veux pas parler des remous, qui a fait quoi, ou bien comment, qu'est-ce que ça représente. Mais c'est un cas d'école. On a eu le cas de Ouazizi. On a eu les gens, Florence Ayafo, assassinés par les gens. Je n'ai pas entendu les gens s'indigner comme ils sont en train de le faire. Mais parce que Martinez Zogo appartenait à un réseau puissant, tout le monde se lève. Parce qu'on sait qu'il y a un camp qui va gagner et l'autre camp va perdre. Et il faut prendre position pour ne pas appartenir à un camp. Moi, je trouve ça de l'hypocrisie. Ok. S'il y a mort d'homme, s'il y a l'assassinat, il faut que les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour dénoncer ça. Mais pas prendre les partis
parce que on sait que M. Biya ne gouverne plus. Le régime jacobin de M. Biya est moribond. Et puis, on vient dire que c'est un crime tribal. Le professeur Ngana a l'habitude de vouloir tribaliser les choses. Mais je pense que de ce côté-là, il a tapé à côté. Ok. Excuse-moi de le dire. Merci. Non, c'est bon. Sur Média 2, vous êtes libre. Vous avez donné votre point de vue que nous respectons. Hein. Vous savez, le débat ici, il est assez ouvert. Merci beaucoup. Alors, je conclue si vous me le permettez. Oui. Il y a eu 5 personnes, 5 ouvriers de CDC, Cameroon Development Corporation, qui ont été aussi assassinés froidement par des inconnus. Le professeur Nganang peut-être les connaît parce que le professeur Nganang, c'est l'ami de Tapang Ivor. Il s'est associé avec eux et les Tapang Ivor disent que si les gens ne peuvent pas travailler à OCDC, il faut les assassiner. Donc, indigne-toi, professeur, indignez-vous, professeur Nganang, de ce qui s'est passé au CDC. Ne venez pas ici nous parler des histoires de tribal. Il n'y a pas de question de tribal. Nous sommes là pour le One Cameroun. Et le One Cameroun, c'est le One Cameroun qui va gagner. Et le Cameroun va rester comme ça. Votre histoire d'Ambazonie, tantôt tu étais avec Kamto, tantôt tu étais avec les Ambazonie. Maintenant tu dis que Kamto c'est un puissant. On ne comprend pas là où vous êtes. Ok, bon, pour l'instant. Merci Padi Asanga. Pour l'instant, nous parlons de ça va dans tous les sens. Oui. Nous parlons de l'assassinat de Martinez Zogo. Bien, je reviens vers le président Gilbert Baonla. Gilbert Baonla, manifestement, une des responsabilités de tout ce qui arrive au Cameroun repose sur les épaules, j'allais dire, du président Biya. Comment est-ce que vous, en politique, vous réagissez par rapport à ce type de conclusion? Je pense que la responsabilité politique, oui, mais pas la responsabilité matérielle. Parce que les chefs de l'État, c'est normal qu'on s'interroge, c'est normal qu'on interpelle. Mais les actes sont posés par des individus qui doivent être responsables. Voilà la réalité. Il faut créer la différence entre le métropole politique et le métropole usuel étatique où les hommes posent des actes. Moi, je m'appelle Baola, je pose un acte parce que je suis sous le renouveau de la renouvelocratie. On posera la question au premier Camerounais. Il est premier magistrat, c'est normal. Mais maintenant, si nous identifions les mots qui minent la société, il faut que les responsabilités soient établies. Maintenant qu'on a un directeur de la DGRE qui s'appelle Echo, il est devenu rédacteur en chef d'un journal, qu'on appellerait peut-être l'anecdote, on se demande pourquoi les béquilles peuvent se balader dans ce journal. Voilà la réalité. Je l'ai dit. Vous ne pouvez pas vous constituer alors que vous êtes le bras séculier des renseignements généraux. Vous vous constituez en rédacteur parce que vous voulez réduire l'action du promoteur politique qui s'appelle Paul Biya et qui vous a fait confiance. Voilà la réalité. Si aujourd'hui son collaborateur est en contact avec Monsieur Amougou, c'est du fait que lui-même soit le petit ami d'Amougou. Qu'on arrête de cacher la vérité aux gens. Tout le monde le sait. Il y a des échanges permanents avec Amougou. Jean-Pierre, qui est quoi? Est-ce qu'il est de la DGRE? Est-ce qu'il a agent? Il est un volontaire qui pose des actes? Non. Tout le monde le sait. Et si aujourd'hui le mal a été percé dans le fruit plutôt est pourri à la DGRE, c'est du fait que le bonhomme de la DGRE, c'est lui qui est responsable. Vous comprenez à peu près? On connaît qu'il y a une certaine justice pour les autres. Moi, je connais au moins 2 partis d'opposition qui sont soutenus par les ministres de la République. Et on veut nous faire croire que ce n'est pas vrai, alors que voilà. Que sont ces partis? Que sont ces partis, président? Ces partis peuvent se reconnaître. Ces partis peuvent se reconnaître.
Vous savez, quand on dit quelque chose, j'indique pour le dire. Parce que si quelqu'un va dans un procès, il a fait 9 mois de prison. Il sort de prison. Ses collaborateurs se retrouvent en prison après lui. Posons-nous la question, quelles sont les amitiés qu'on peut avoir avec la vieille collaboration? Suivez mon regard. Vous comprenez? Il faut bien regarder. Parce que les gens utilisent la même machine pour détruire un système politique qui est sur le couvert de quelqu'un qui a pris la lourde responsabilité de gérer la République qui s'appelle Paul Biya. Les gens vont dire c'est son fils. Je ne défends pas l'individu, je défends l'institution. Voilà le vrai problème. Et quand on vient poser un acte, nous sommes, par exemple, moi je suis un journaliste d'investigation depuis des années. Alors, il y a des choses que je dis, mais je respecte aussi l'orthodoxie. Le problème de Martinez n'est pas un problème politique. C'est un problème qu'on veut créer. Non, monsieur, il n'est pas politique. Il est un problème social où il y a les égos. C'est-à-dire quelqu'un dit, je vais poser cet acte. Qui va me faire quoi? Vous pensez qu'un bon criminel peut prendre le corps de quelqu'un alors de le déposer nu dans un terrain? Ça veut dire qu'il vous défie, il vous dit, j'ai posé cet acte, personne ne me fera rien du tout. Mais le retour aujourd'hui, ils ne peuvent plus le gérer. Si on aurait dit à ces présumés coupables aujourd'hui, qui sont sous main de justice, qu'on devait les interpeller, ils ne pouvaient pas accepter. Je vais vous donner une illustration. Quelqu'un a dit dans une émission de Vision Caca, j'appelle ça Vision Caca, Bidjan, qui est le bras droit d'Abourou. Martinez aurait eu les documents par le canal de quelqu'un qui travaille aux impôts. Qui lui a dit ça? C'est là. Il avait dit. Comment il est au courant? Ça veut dire qu'il y a des choses, des tractations qui se sont faites. Martinez a travaillé avec moi. J'ai formé Martinez de ma manière. Martinez allait travailler avec Wantou Santou. Martinez a travaillé avec Amougou Belinga. D'accord? On ne peut pas connaître aujourd'hui le métropole qu'il a choisi. En tant qu'être humain, peut-être il a choisi. Donc, voilà la réalité ici. Oui. Je voudrais vous poser une question pour aller dans le sens de ce que vous dites. Et puis on va faire le tour de table, on va pas être long. S'il était avéré que le ministre, parce que les bruits courent, Reporters sans frontières en a parlé, que le ministre camerounais de la justice est dans cette histoire, qu'est-ce que vous, en politique, vous suggérez? Qu'on fasse quoi? Que la loi soit dite et que la sévérité s'applique. C'est tout. Vous pensez que quoi? S'il établit qu'il a posé un acte odieux qui n'a pas respecté la loi, c'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai peur seulement que la chaîne soit écourtée alors qu'elle est longue. Parce que quand je dis elle est longue, parce qu'il y a des choses que les gens ne disent plus maintenant. Il y a des gens qui ont vu des images qui se baladaient, les gens qui recevaient les autres dans les bureaux publics. On n'en parle pas bizarrement. C'est le même Amourou, non? Est-ce que ce n'est pas le même Amourou-là qu'on a vu avec un certain nombre de personnalités? Pourquoi on ne parle pas de cela? Parce qu'eux, ils bénéficient quoi? De l'équité morale? Voilà la question dont je me pose. Quand quelqu'un se retrouve... Président Banla, est-ce qu'il serait opportun, après en fait, le dossier de Martinez-Zogo, que l'on se retourne et qu'on ouvre les dossiers sur le Covid et sur la CAN? Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'homme politique? Oui, mais le Covid et la CAN, s'il y a un dossier, je ne peux pas ne pas dire que la belle-mère d'un homme politique est là-bas. Elle a même fait signer les faux bordereaux. Là, j'ai le cap. Vous avez vu le jeune homme politique. Il était troisième ex-aequo à l'école. Il est sorti. La belle-mère est devenue même pasteur. On peut en parler. Bon, vous parlez de la CAN, du stade d'Olympe, on peut en parler. Il n'y a pas de problème. Sauf que on trouvera qu'il y a un certain... On peut en parler. Il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas du tout. Je vous rappelle que j'étais le premier à dénoncer qu'on volait même le matériel là-bas. Mais j'ai vu les gens venir faire des concussions
diabolique pour dire que parlons d'abord du Covid-Gate et de la Cannes. Laissons la ligne 94 là où les milliards sont partis. Heureusement que chaque dossier a son temps, on peut en parler. C'est pour ça que je voulais dire ici que il y a les magiciens de la communication. J'ai lu un truc où on a dit, bon, il y a le TCS a décidé d'interpeller le ministre d'État, secrétaire général, Manaouda, tout le monde, mais c'est pas le TCS. Le TCS, on lui a domicilié ce dossier. Maintenant, si ce journaliste a un document qui dit que, qu'il le sorte, qui dit que voilà, comme vous voyez, c'est comme si que ça va se passer. Mais je voulais vous donner l'information aussi. L'histoire Martinez-Zogo va déjà vers la fin. Ne vous ennuyez pas. Okay. Les auteurs vont payer le prix le plus cher. Voilà. Merci beaucoup, Président. Je me tourne vers Hugues Kamwa en 30 secondes. Est-ce que, bon, ce serait intéressant de revenir sur les autres dossiers et au cas où le ministre camerounais de la Justice, comme on en parle hein, dans les journaux, c'est pas, je n'invente pas, qu'il est impliqué dans cette histoire, que la main de la justice s'abatte sur lui, c'est ça? Oui, c'est ça, Jean-Marie. D'abord, il faut être focalisé. Il y a plein de dossiers au Cameroun. Si on se distrait avec à poursuivre tous ces dossiers-là, on va arriver nulle part. On va arriver nulle part. Non, bon, parce que, bon, on est là. Je veux seulement dire, dans un état de droit, comme on dit en anglais, the rule of law. The rule of law is the cornerstone. C'est-à-dire, il faut chercher avant tout d'établir un état de droit. Si the hammer or the gavel of the law hits wherever it hits, that's where the actions should follow. It doesn't matter if it's Laurent Esso or whoever it is, just follow the facts. And I believe, as President Baumla just said, that the facts are being followed. The President of the Republic has vigorously engaged his collaborators to make sure that this happens, and we'll see. This is why I keep saying it, and he's just 1 second. It's obviously a very distressing event, and it's going to be something that's good for this country because it's going to allow us to reimagine our democracy as we keep going towards our political maturation. Thank you. Thank you very much, and it's a great pleasure having you in this program. And I hope this is not the last time. Oumarou Roufaou, Monsieur le ministre en charge des sciences. Alors, la même question. S'il est avéré que Laurent Esso est trempé jusqu'au cou dans cette histoire, qu'est-ce qu'on fait? Ton micro... votre micro, il est fermé. Le micro est fermé. Le micro... Ah, ok, ouais, sorry. Voilà, maintenant vous m'entendez, j'espère. Oui, très bien. Oui, en fait, il faut absolument que tous ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans ce crime soient arrêtés et traduits devant la justice. Et cette justice doit retrouver son indépendance. Cette justice doit être moins soumise à l'exécutif, moins soumise à truc. Les histoires où on dit ah Paul Biya a ordonné qu'on poursuit tel, Paul Biya a arrêté l'arrêt des poursuites. Paul Biya est à la fois c'est lui qui nomme une partie des députés, c'est lui qui organise la fraude électorale, c'est lui qui se mêle dans les histoires de justice. Il n'y aura pas de justice quand ces pratiques-là continuent. Maintenant, je vais quand même de nouveau insister sur un truc, c'est que contrairement à ce que certains pensent, la responsabilité directe, matérielle, directe de Paul Biya est engagée parce que c'est un système au Cameroun, c'est un système hyper centralisé. C'est un système hyper centralisé. Même la nomination à tous les niveaux, Paul Biya s'en mêle. Il s'en mêle. Et finalement, ce qui devait arriver, à force de vouloir tout faire, ça vous échappe. Ça vous échappe parce que vous êtes occupé à signer la nomination du secrétaire d'ambassade ou la sanction d'un policier qui a commis une faute à Kousséri. Entre-temps, votre DGR, votre service secret à Yaoundé, c'est privatisé. Les oligarques font ce qu'ils veulent. Donc, il faut arrêter cette centralisation. C'est pour ça que, comme c'est connu, par exemple, le SDF est pour le fédéralisme. Mais le fédéralisme, ce n'est pas seulement au niveau de la réforme de l'État, mais déjà dans les institutions,
Il faut arrêter cette centralisation. Il faut laisser les enquêteurs là juste faire son travail. Donc, ça, c'est la chose que nous demandons, que ça continue et que ce soit pas simplement limité au cas Martinez. Le cas Martinez est symbolique et utile. Il faut de la justice, mais il faut aussi que la justice passe dans les autres cas concernant d'autres oligarques, d'autres gens puissants. On a cité un peu les cas pendant cette émission-là. C'est que d'autres font sur d'autres parties du territoire. Il faut que l'impunité s'arrête. On a vu au Cameroun, on a même condamné un ancien ministre pour responsabilité ou co-responsabilité intellectuelle, quelque chose comme ça. Alors qu'ici, on a une situation où il y a des indications matérielles qui indiquent l'implication de certaines personnalités, non seulement dans ces crimes, mais dans d'autres crimes aussi. Donc, ce que nous demandons, c'est que la justice puisse faire son travail. Pour que la justice puisse faire son travail, il faut que l'exécutif retire ses sales pattes du travail de la justice, que les enquêteurs puissent travailler, et pour ça, au risque de me répéter, il faut que la pression soit maintenue, il faut que la visibilité de ce cas-là continue à être préservée au niveau national, au niveau international. Il ne faut pas être fataliste, on dit, OK, le Cameroun c'est comme ça, et puis on laisse passer ici les choses. Voilà. Merci beaucoup, Osokowai. Merci, Omar Rufao, c'était un plaisir. Je me retourne maintenant du côté du professeur Patrice Nganon. La pression, elle doit être là pour que vive la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. La pression, la pression, la pression. Bon, en fait, chez moi, ce n'est pas ma solution, là. Je crois que dans un pays, il y a plusieurs affaires, mais il y a aussi l'obligation de gradation, c'est-à-dire du fait de dire ce qui est plus important que l'autre. Évidemment, pour le moment, beaucoup de gens de francophones, des gens qui sont à Yaoundé ou bien autour de Yaoundé, parlent de l'affaire Zogo, n'est-ce pas? Il y en a à l'étranger également, c'est-à-dire les journalistes qui en parlent. La question fondamentale au cœur, si on parlait de Yaoundé, ce serait comment chasser Biya, c'est ça. Mais en termes criminels, en termes culturels même, en termes politiques, en termes économiques, le problème, c'est le problème anglophone. C'est-à-dire que tout ce qui éloigne du problème anglophone, de la guerre civile qui a lieu en Amazonie, tout ce qui éloigne de ça est distraction. Et en fait, utilisation de l'espace public pour qu'on ne parle pas de ce qui a lieu à l'heure actuelle. Ce qui a lieu à l'heure actuelle, c'est une négociation historique, unique, entre le pouvoir camerounais et les Amazoniens. C'est-à-dire que nous avons une situation extraordinaire où le pouvoir camerounais s'est mis à la table des négociations avec les Amazoniens qui n'ont pas déposé leurs armes. C'est-à-dire que le pouvoir camerounais a été mis à genoux et est en train de négocier au Canada, en secret comme on sait, parce qu'évidemment, le pouvoir ne voulait pas que l'on sache que ces négociations ont lieu. Il y a eu 3 sessions de négociation, de pré-négociation, et lorsque celles-ci ont été rendues publiques, le pouvoir a désavoué les négociations en public pour les continuer en secret. Donc nous avons cette situation historique, unique, d'un pouvoir qui n'a jamais négocié, 60, 50, 60, 70, n'a jamais négocié, 80 n'a pas négocié, 90 a refusé la conférence nationale. Nous avons ce pouvoir qui est en train de négocier avec des jeunes qui ont pris des armes. Et donc, il a besoin des affaires pour éloigner l'attention de tout le monde. Il a besoin de tuer un jeune malheureux pour éloigner l'attention de tout le monde parce que ce crime qu'il a commis, c'est un crime qu'il commet de manière répétitive depuis 2016-2017, sinon d'ailleurs depuis toujours. Donc, pour moi, je dirais, au côté politique épisodique, c'est chasser Biya, mais au côté structurel, c'est que nous avons enfin une solution à la crise anglophone qui se pose devant nous, c'est-à-dire que le pouvoir a reconnu qu'il a commis des crimes, a reconnu qu'il faut négocier, a reconnu que la solution à la guerre civile qui a lieu au nord-ouest et au sud-ouest ne peut avoir lieu que dans le moment où lui-même, il se met à genoux et négocie avec des jeunes qui ont pris des armes pour lui répondre des yeux dans les yeux. Ok, merci beaucoup, professeur. De toutes les façons, une mort, c'est une mort de plus, on peut l'accepter. Martinez Zogo s'en va. Avec lui, Jean-Jacques Ola Bébé. Il va falloir que justice soit faite.
il va falloir que parallèlement aussi, du côté de la crise dans nos eaux, qu'on trouve rapidement une solution, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est les morts. Et les morts, on en est un peu fatigué. Merci beaucoup à tous, vous qui avez été invités sur ce plateau, Hugues Kamwa, le président Gilbert Banla, merci beaucoup Marou Roufaou, merci beaucoup Patrice Nganon, et à tous ceux qui nous ont appelés pour participer par téléphone. Jules Lati du côté de la régie, Jean-Marie Watonsi, votre serviteur. Bon week-end et à très bientôt.